Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, mais vous êtes aussi essayiste et vous avez publié 2 ouvrages auxquels on reviendra au cours de l'entretien. Vers un choc global, mais également la mondialisation dangereuse. Donc vers un choc global qui est le tome 2, si je puis dire, du premier ouvrage. Tout d'abord, Alexandre Delval, qui êtes-vous? Question compliquée de se définir soi-même. Je suis un géopolitologue qui s'intéresse beaucoup à la civilisation en général, aux civilisations, et notamment à la civilisation occidentale. Je m'intéresse à la stratégie, j'ai une carrière à la fois d'enseignant géopolitique dans des écoles de commerce et à la Loïs à Rome. J'ai enseigné aussi à l'école de guerre économique il y a 20 ans, j'avais commencé là. J'ai toujours enseigné, j'ai enseigné aussi à l'école, à l'Université européenne de Rome et à l'Université de Metz, donc j'ai toujours enseigné. Deuxième casquette, j'ai toujours écrit sur l'islamisme, la Turquie, le terrorisme, les relations Russie-Occident, ce sont mes domaines d'analyse. Et troisième casquette, je suis aussi consultant, donc, je dirais sans prétention, consultant international. J'agis soit en Espagne, soit en Italie, au Portugal, un peu au Brésil, et beaucoup à Bruxelles auprès de groupes politiques italiens et chypriotes. Donc voilà, j'ai une triple casquette, enseignant, écrivain et consultant, mais toujours en géopolitique. Et en parlant de mondialisation, j'aimerais vous poser une question. Quels sont les principaux aujourd'hui menaces et de dangers de la mondialisation? Alors, les dangers de la mondialisation, qui n'est pas forcément mauvaise ni bonne. La mondialisation, c'est un fait objectif de moyens de transport, communication, technologie. Il y a les aspects positifs dont on parle tout le temps, donc on ne va pas en parler ici parce qu'on a toujours fait l'apologie depuis les années 90 de la merveilleuse mondialisation heureuse, Fukuyama, Alaminck, Attali et tout. Et il y avait des choses vraies. Par contre, les aspects négatifs, par exemple les virus, qui ne vont que continuer à se répandre, les virus sont accélérés par la mondialisation. Ce n'est pas une question d'accuser la mondialisation, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la mondialisation. Mais il n'y a pas que des choses bonnes qui arrivent avec la mondialisation. Plus on est mondialisé, moins il y a de frontières, moins il y a de contrôle aux frontières, plus il y a de libre circulation, plus il y a de virus. Et autre chose qui bénéficie de la mondialisation, les mafias. La mafia calabraise a ouvert le champagne quand il y a eu l'ouverture des frontières avec Schengen. Les passeurs de clandestins sont très heureux de l'ouverture des frontières parce qu'il suffit d'aller à un premier pays. Après, tout le reste, on peut passer très facilement. Netflix, j'ai beaucoup aimé la série Netflix sur Narcos Mexique. On voit un moment les cartels mexicains qui sabrent le champagne, mais vraiment encore mieux que la drogue. Au moment de l'ouverture, dans les années 90, du NAFTA, de l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ils adorent la mondialisation puisque ça leur permet de passer plus facilement des marchandises. Il y a une explosion de cocaïne, de consommation de cocaïne aujourd'hui en Europe. Il y a une multiplication par 2 tous les 5 à 7 ans. J'ai vu le rapport, l'enquête, la commission sénatoriale sur la drogue. Il y avait une rediffusion sur LCP ces jours-ci. C'est très intéressant. Donc vous voyez, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Il y a aussi les multinationales GAFAM, mais aussi multinationales tout court, qui ont intérêt à la destruction de l'État souverain parce qu'elles veulent, c'est ce que Berkoff appelle, vous savez, mon ami Berkoff, il dit les racailles d'en haut. Les racailles d'en haut, c'est quoi? C'est les gens racailles au sens qui défient les lois, qui ne veulent pas d'ordre, qui veulent le chaos. D'en haut, parce que c'est les plus puissants du monde. Ils ont parfois des budgets bien plus importants que des États moyens et ils ont envie de remplacer les juges par les arbitres. Les accords de libre-échange léonins, qui leur permet d'échapper aux juridictions nationales et aux droits communs et à la fiscalisation. En général, ils ne payent pratiquement pas de taxes. Ça aussi, c'est les bénéficiaires de la mondialisation. On a aussi l'islamisme radical. Toutes les menaces dont on parle, c'est les menaces classiques en fait. L'islamisation, qu'elle soit djihadiste ou l'islamisme politique, bénéficie de la mondialisation puisque l'islamisme, en quelque sorte, il est dans le vent. Aujourd'hui, quand vous portez une idéologie qui est une idéologie contre l'État-nation, que vous soyez mondialiste, vaticaniste, la nouvelle Église catholique de François qui est contre les frontières et pour l'immigrationnisme absolu, que vous soyez écolo, également contre les frontières, que vous soyez Greta Thunberg, contre les frontières au nom du climat, que vous soyez contre les frontières en tant que marxiste, trotskiste, mélenchoniste ou NPA, etc., ou que vous soyez mondialiste, capitaliste, parce que vous voyez les économies de marché,
Ce sont différents mondialismes. Mais toutes ces idéologies mondialistes, cosmopolitiquement correctes, qui sont contre l'État-nation souverain, qui pourtant est le seul cadre le plus viable pour appliquer la démocratie libérale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Barber, le plus grand sociologue américain, politologue, démocrate, dans son livre Djihad versus Macworld. Eh bien, mais aussi Pierre-André Taguieff l'a rappelé, on voit bien que les mondialismes en général bénéficient du même phénomène d'abaissement des droits de douane, abaissement des frontières, dévalorisation de l'État régalien, dévalorisation de la frontière. Un jour, un homme politique italien m'a dit « La frontière et le passeport et le permis de séjour, ce sont des instruments de torture ». Donc on voit bien que toutes ces menaces se nourrissent de la mondialisation. La mondialisation n'apporte pas que des bonnes choses. Et enfin, la thèse de ces deux livres, écrits avec Jacques Sopelsa, ex-président de la Sorbonne, donc ce n'est pas des pamphlets, c'est des livres vraiment universitaires, avec un côté engagé, mais très universitaire, beaucoup de citations et beaucoup de documents. On a bien montré que la mondialisation, elle est neutre, mais le mondialisme, qui est une idéologie anti-frontière, anti-État-nation, qui prône une sorte de gouvernance mondiale, que ce soit le califat, que ce soit l'idéal marxiste, international marxiste, ou le mondialisme des multinationales qui rêvent d'économies d'échelle plus larges et d'un multiconsommateur non sexué, non racisé, une sorte de Michael Jackson qui est ni blanc ni noir, ni homme ni femme. C'est ça l'agenda des multinationales. Vous savez que le marché des opérations sexuelles pour changer de sexe est devenu un marché gigantesque, même si ça concerne peu de personnes. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre tous ces phénomènes qui ne sont pas si innocents que ça, et les mafias, le crime organisé, le blanchiment, nous avons un chapitre entier sur le blanchiment, les virus, l'islamisme radical sont autant de phénomènes, et la dévalorisation de l'État-nation, c'est ce qu'on a appelé dans notre chapitre sur les multinationales, le grand précariat. Les multinationales et l'ubérisation, elle va aussi contre les acquis sociaux. Les acquis sociaux, des gens qui ont des contrats avec des protections sociales. Si on est tous ubérisés, ce que le grand philosophe italien Diego Fusaro appelle le precariato, donc il a remplacé prolétariat par précariat, la précarisation, c'est également un des fruits de cette mondialisation néolibérale, comme diraient les gens d'extrême gauche. Moi, je préfère dire mondialisation de type libéral-libertaire. Et on a un chapitre d'ailleurs là-dessus sur la dérive libérale-libertaire de nos démocraties qui ont totalement diabolisé l'idée d'État-nation, qui se sont laissés entraîner et par le mondialisme capitaliste et le mondialisme d'extrême gauche dans une logique de dévalorisation totale de l'État-nation. Alors justement, pour revenir à l'État-nation, vous dites que la mondialisation est une menace pour les États-nations, mais également pour les identités culturelles de ces nations. Mais est-ce que ce n'est pas également potentiellement une chance, puisqu'aujourd'hui on parle également de nation et surtout d'identité européenne? Est-ce que ce n'est pas tout simplement une évolution et une chance pour l'identité, de trouver une identité commune telle que celle de l'Europe? Alors ça, c'est intéressant, et effectivement, l'Europe, on peut avoir deux lectures de cette souveraineté européenne dont parle Macron. Macron a parlé de souveraineté européenne, mais c'est intéressant parce que cet européiste, on peut le qualifier comme tel, en tout cas selon ses propos, même s'il a des propos parfois changeants, admettons une souveraineté européenne. Ce n'est pas un mondialiste. Ce serait pas un mondialisme. Ce serait une souveraineté, puisqu'il parle de souveraineté, il ne parle pas de gouvernance mondiale. Cette souveraineté européenne, elle ne ferait que monter d'un échelon la souveraineté. Ce ne serait plus une souveraineté de prérogatives nationales, État-nation classique, France, Italie, Espagne, Angleterre. Ce serait une montée d'un cran, non plus la souveraineté de la France, mais la souveraineté de l'Europe. Sauf que c'est complètement utopique aujourd'hui. L'Europe est sécurisée par une structure de défense américaine, dirigée par les Américains in fine, même s'il y a une majorité de membres européens, l'OTAN. L'Europe a un projet anti-identitaire. Ce n'est plus l'Europe européenne des pères fondateurs de l'Europe, des Gasperi, Adenauer, Don Sturzo et même Robert Schuman, qui est un grand chrétien pratiquant. Ces pères de l'Europe, à part Jean Monnet, qui est un homme déraciné et agent de la CIA et des banquiers anglo-saxons, il a été à la fois agent de renseignement anglo-saxon et banquier, mais à part Jean Monnet, les pères fondateurs de l'Europe sont des gens enracinés dans l'Europe carolingienne, essentiellement latino-allemande, latino-carolingienne, et dans le christianisme, tous. Il y avait un projet donc d'une Europe européenne et une Europe judéo-chrétienne.
Depuis les années 90, l'Europe a totalement dévalué, dévalorisé, voire même diabolisé l'idée d'identité européenne particulière. L'Europe est devenue une idée mondialiste. Finalement, n'importe quel pays peut être membre de l'Union européenne, même le Japon, même la Côte d'Ivoire, dès lors qu'un jour ils respecteront les normes de droit et le libéral-libertarisme européen, certains acquis et ce qu'on appelle les chapitres de l'acquis communautaire. On voit bien que le projet de Macron, auquel vous faisiez peut-être allusion, la souveraineté européenne, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est un double phénomène d'américanisation stratégique de l'Europe. Ce n'est plus une Europe européenne, c'est une Europe américaine. Donc on n'est pas dans le mondialisme. Le vrai mondialisme cohérent, ce serait, il y aurait un monde. We are the world. Mais le we, tout dépend qui est le we. Si we are the world, le we est américain, ça veut dire le world, le monde, est un champ d'expansion de l'empire américain. On n'est pas dans le mondialisme, là, on est dans l'impérialisme. Et donc moi, à la limite, s'il y avait un vrai projet mondialiste ou européiste qui ne bénéficie pas à un empire turc ou américain ou autre, je ne suis pas pour ce projet, je ne crois pas à la tour de Babel, mais il y aurait une cohérence et une certaine sincérité. Or, souvent, ceux qui prônent un projet soit européiste, soit mondialiste, le voulant, le sachant ou pas, ils travaillent en général pour l'Empire américain. C'est ça le problème. Alors, on peut être pro-américain, on a le droit d'être fier d'être une colonie américaine. Moi, j'ai un ami qui me dit c'est très bien qu'on soit une colonie américaine. Mais il le reconnaît. Là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est plus du mondialisme, c'est de l'impérialisme dont le champ d'expansion est le monde. Un peu comme le califat. Le califat, ce n'est pas le mondialisme, comment dirais-je, anodin. Ce serait le monde, champ de conquête du califat islamique avec l'application de la charia. Donc vous voyez bien que derrière beaucoup de projets utopiques soi-disant mondialistes, ce qui n'est pas la même chose que la mondialisation c'est technologique, c'est neutre. Le mondialisme, c'est une lecture fallacieuse de la mondialisation par certains qui nous fait croire que si on est mondialisé, on doit être mondialiste, c'est-à-dire renoncer aux souverainetés. C'est pas vrai. La Chine a récupéré la mondialisation, c'est la thèse du livre, qui n'est plus américaine mais qui est chinoise aujourd'hui. Et la Chine, elle n'a absolument pas renoncé à ses frontières. Elle est de plus en plus à la fois maoïste et nationaliste, confucéenne, taoïste. Elle ne renonce pas du tout ni à ses traditions, ni à ses valeurs, ni à ses frontières. Et elle est même en quelque sorte xénophobe, elle est même islamophobe. Elle persécute ses minorités musulmanes. On voit bien que la Chine, elle n'est pas bisounours, ni dans une logique on est tous frères. L'Inde encore moins, avec M. Modi qui veut l'Inde aux hindouistes, avec le projet du BJP. On voit l'exemple de la Russie, bien sûr, qui est très nationaliste, impériale, tsariste. On le voit aussi avec même l'Ukraine, qui est ultranationaliste. Elle a comme héros Stéphane Bandera, qui est un héros fasciste, qui a créé son parti, même si après il était emprisonné par les Allemands. Il a créé une organisation, un parti et une milice qui était carrément calquée sur l'idéologie de Mein Kampf. Donc on ne peut pas dire que l'Ukraine aujourd'hui, ce soit un projet bisounours. On voit bien que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, sans parler du nationalisme argentin, brésilien, qui est toujours plus arrogant, ou plutôt sûr de lui, les Turcs, les Indonésiens, on n'a pratiquement aucun exemple de nation en dehors de la zone bisounours européenne, qu'on appelle le dindon de la farce. On n'a pas d'autres exemples dans le monde d'États émergents qui renoncent à leur identité, leur souveraineté, leurs frontières pour faire un projet global. Ils ne sont pas globalistes. Même l'Amérique, elle n'est pas globaliste. L'Amérique démocrate de Biden n'est mondialiste que par mensonge pour masquer America is back. Quand M. Biden dit America is back, il veut dire on redevient le gendarme du monde. On ne fait pas une soupe où on est tous des égaux. C'est l'Amérique qui est le patron du We are the world. Donc on voit bien que ce projet mondialiste, il est inexistant. Il est un cache-sexe de projets impériaux. Alors, je vais sûrement passer pour un bisounours à vos yeux. Pas grave. Mais est-ce que justement cette Europe n'était pas cette Union européenne, cette union entre les nations européennes, au profit d'une nation européenne, est-ce qu'elle ne serait pas justement cette chance de pouvoir s'affirmer par rapport à un État américain ou à une Chine de plus en plus grandissante? Alors, ce n'est pas du tout bisounours ce que vous dites, parce qu'il y a eu certains courants de droite, comme de gauche, comme du centre, qui ont eu un projet non naïf d'une Europe puissance. Je pense des gens comme Bourlange dans le centrisme français, des gens dans la droite plus dure qui n'est pas la mienne, la nouvelle droite, le projet de nation européenne, ou chez beaucoup d'européistes, on avait en tout cas au moins des arguments qui plaidaient en faveur d'une Europe puissance, et même Macron, cette Europe souveraine dont il parle, l'échelon de souveraineté européenne. Et même mon maître, le général Gallois, qui était un patriote, chevènementiste et gaulliste à la fois, mais souverainiste, il disait, finalement, ce serait presque mieux
d'arriver à une souveraineté européenne si vraiment il y avait un projet européen, européiste, fondé sur une civilisation européenne avec un vrai projet identitaire. Il y a quand même des choses qui nous réunissent entre Européens. Même un Sicilien ou un Arménien un peu brun peut avoir des choses en commun avec un Suédois dès lors qu'on reconnaît nos origines communes chrétiennes. Si on reconnaît que le christianisme a forgé la civilisation européenne, on est très différent entre un Sicilien et un Suédois, on est très différent. Mais moi, je soutiens que même si on a l'air très différent, on est plus proche. Un Sicilien aujourd'hui est plus proche d'un Suédois au niveau civilisationnel qu'un Tunisien réislamisé, qui pourtant est à quelques kilomètres du pays de mes ancêtres, Trapani ou Palerme, etc. Ça paraît contradictoire, on est tout près géographiquement, mais regardez le Pakistan et l'Inde, ils sont de même ethnie, ils ont des langues qui ont beaucoup de points communs, ils sont à la même géographie, ils sont voisins, mais ils sont au bord de la guerre nucléaire. Donc on peut être très proche, et en fait, il y a une fracture civilisationnelle dont parle Clinton. Donc pour répondre à votre question, Gallois disait, pourquoi pas une souveraineté européenne? Ce serait mieux que pas de souveraineté du tout. Gallois disait, le grand danger, c'est quand on est en apesanteur de souveraineté. Quand on n'est plus en souveraineté, on est un ojni, un objet géopolitique non identifié. Car ce qui caractérise l'État-nation et l'acteur géopolitique, c'est la capacité à être souverain. C'est-à-dire que, comme disait Jean Baudin, il n'y a rien qui est au-dessus de la souveraineté. La souveraineté, c'est l'indépendance. Donc ce serait, moi, à la limite, je préférais une Europe européiste, mais européenne, qui a un projet européen, où le drapeau européen étoilé se rappellerait que ces étoiles viennent de l'Apocalypse, du Nouveau Testament et de la Vierge Marie. Il y a une signification chrétienne qu'on a oubliée. Cette Europe-là, si elle reconnaît son identité, ses racines, si elle délimite ses frontières, c'est-à-dire pas la Turquie, pas l'Azerbaïdjan, pas l'Iran. Un jour, Attali a même dit, si un jour ils se démocratisent, on prendra l'Iran et le Liban et la Syrie. Pourquoi pas non plus le Japon et l'Inde, c'est complètement délirant. Non, il faut que l'Europe soit européenne. Et l'Ukraine. Et l'Ukraine, pourquoi pas l'Ukraine, le jour où elle sera pacifiée. Mais je ne pense pas que nous ayons un intérêt à faire rentrer dans l'Union européenne des États qui veulent régler des comptes avec la Russie. D'ailleurs, l'origine de la guerre en Ukraine, c'est le fait que les pays baltes, surtout les deux des trois les plus anti-russes, plus la Roumanie très revancharde, qui déteste les Hongrois étant plutôt pro-russes, les Roumains anti-russes, et bien sûr d'autres pays de l'Est, mais surtout les Polonais, les Baltes et les Roumains. Les Roumains, où il y a des bases maintenant américaines et des antimissiles qui annulent la dissuasion russe. Ces pays-là, depuis qu'ils sont rentrés dans l'Europe, les pays d'Europe de l'Est, donc surtout à partir des années 2000-2004, la grande ouverture de 2004, en même temps que Chypre, on a accueilli 9 pays, dont 8 de l'Est, dont sur ces 8, 7 qui étaient assez anti-russes. Eh bien, ils nous ont attirés dans la guerre en Ukraine parce que ce sont ces pays de l'Est qui ont demandé à l'Union européenne, aux pays de l'OTAN, de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis, et donc à l'OTAN et aux États-Unis en général, c'est eux qui ont demandé à ce qu'on mette des missiles, à ce que l'on mette des bases, à ce que l'on fasse entrer plus de pays anti-russes dans l'OTAN. C'est cette politique de porte ouverte, certes que les Américains avaient intérêt à mener, mais qui nous a été demandée par les lobbies pro-polonais aux États-Unis qui sont très puissants. Et donc ces revanchards anti-russes de l'Europe de l'Est et orientale, en nous entraînant dans l'otanisation, l'extension de l'OTAN vers l'Est, parce qu'ils voulaient soi-disant se protéger contre la Russie qui pourtant ne les menaçait pas, maintenant elle les menace. Parce que la Russie pense que cette extension de l'OTAN vers l'Est est une menace existentielle pour la Russie qui se sent encerclée, mais en plus dont la première frappe, ou même la seconde frappe, dont la dissuasion nucléaire, comme la capacité de frappe conventionnelle, est annulée par la proximité d'antimissiles qui ne sont en fait que des missiles. On le voit bien qu'il n'y a pas que la présence de l'OTAN, il y a aussi les bases et les missiles et les antimissiles que l'OTAN amène avec elle. Et donc tout ça, c'est cette dérive d'une Union européenne qui n'est plus pensée comme un projet d'Europe indépendante. Indépendante, ça veut dire aussi vis-à-vis des États-Unis. Aujourd'hui, c'est une Europe atlantiste qui donne la part belle aux États les plus revanchards anti-russes d'Europe, qui nous met en conflit avec la Russie, et en nous mettant en conflit avec la Russie et en étendant le nombre de membres de l'OTAN, mathématiquement, cette Europe-là ne peut être qu'encore plus américanisée et stratégiquement américaine que jadis. Donc c'est le contraire du projet indépendant. Donc pour revenir très rapidement à votre question, effectivement, pourquoi pas un projet européen qui soit identitaire, civilisationnel ? Mais ce n'est pas ce qu'on a bâti depuis les années 90. C'est bien regrettable. Depuis les années 90, c'est un projet d'Europe, laboratoire du mondialisme global. Un mondialisme global, en fait, américain.
qui se fait au profit des instances, des produits de consommation, des systèmes de paiement, parce que même l'euro n'est qu'un leurre. Il n'a absolument pas réussi à détrôner le dollar, il n'a même pas son intention. Et nous sommes tellement prisonniers des lois extraterritoriales américaines et de la puissance de dollars comme monnaie pour acheter les énergies et les matières premières qu'en fait, l'euro n'a même pas eu véritablement une vocation à remplacer le dollar dans le paiement des matières premières au niveau mondial. On le voit bien, la dédollarisation aujourd'hui est opérée par des acteurs hostiles à l'Occident ou non occidentaux, mais pas du tout par l'euro. Vous parliez tout à l'heure de la guerre ukraino-russe. Quelles sont selon vous les prémices de cette guerre? Pourquoi est-ce que cette guerre a eu lieu tout d'abord, et pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a fini par envahir un territoire souverain qui est celui de l'Ukraine? Alors premièrement, moi je pense que c'est extrêmement regrettable, que ça aurait pu être évité très probablement. Je dis probablement parce qu'en géopolitique, si on n'est pas un charlatan, on n'a pas de certitude. C'est comme ceux qui voient l'avenir et vous disent c'est certain qu'il vous arrivera ceci. Je pense qu'il faut être très prudent. Mais elle aurait très probablement pu être évitée. Moi, je n'ai pas connu le Poutine 1 du KGB, mais j'ai connu l'époque du Poutine 2, l'adjoint du maire de Saint-Pétersbourg, le Poutine néolibéral, qui était aux relations internationales et un adjoint du maire Anatoly Sobchak de Saint-Pétersbourg. Ce Poutine-là, il était pro-occidental, pro-OTAN. Il collaborait avec les États-Unis en Afghanistan. Il a été le premier à appeler George Bush après le 11 septembre. Et il a tout de suite proposé que les troupes russes aident les Américains à combattre Al-Qaïda, ce que les Américains ont refusé. Par contre, les Américains ont profité que la Russie ait laissé des bases américaines s'étendre vers la zone Ouzbékistan, qui n'était pas très loin, comme vous le savez, de l'Afghanistan. Donc il n'y a pas eu que des déclarations d'amour, il y a eu des preuves d'amour aussi, stratégiques, quand la Russie de Poutine s'est offerte pour lutter l'ennemi commun islamiste radical. Et à cette époque, la Russie avait déjà fait l'accord de l'OCS avec la Chine, mais les rapports entre la Russie et la Chine étaient beaucoup moins amoureux qu'aujourd'hui, ou beaucoup moins serrés qu'aujourd'hui. Il y avait encore une possibilité de un petit peu découpler la Russie de la Chine sur certains domaines, de même que l'Inde est avec la Chine dans les BRICS, mais elle est contre la Chine au niveau militaire, elle est plutôt proche de l'AUKUS, de Guam et des alliances et de l'Amérique et de l'Angleterre. Donc on voit bien qu'un pays parfois peut avoir une multistratégie et la Russie pouvait encore aller dans deux directions. Avec la Chine pour l'énergie ou certaines coopérations, mais avec l'OTAN pour lutter contre l'islamisme radical. On a refusé totalement. Et les guerres en Ukraine, bien sûr, mais avant la guerre en Ukraine qui a commencé en 2014, la première révolution ukrainienne en 2005, on a vu une ingérence occidentale qui a donné le rêve aux Ukrainiens d'un Eldorado européen. C'est pour ça que 10 ans plus tard, non, quelques années plus tard, en 2013, fin 2013, quand la deuxième révolution a commencé, quel est le fond du problème? J'en parle dans mon livre. Le fond du problème, c'est que quelqu'un qui gagne 150 € par mois, l'Ukraine est extrêmement pauvre, encore plus que les Russes au niveau par habitant, à l'époque en tout cas en 2013. Quand on dit, et c'était un mensonge de M. Barroso, M. Barroso à l'époque dit, le président ukrainien à l'époque, soi-disant pro-russe, en 2010, donc qui avait été élu en 2010 et qui était là en 2013, doit choisir, soit il signe avec l'Union européenne l'accord d'association, et là c'est l'Eldorado, c'est jackpot, la Turquie a touché 9 milliards d'euros rien qu'au titre de l'accord d'association, avant même d'être effectivement membre. Donc quand vous êtes acquis, quand vous êtes accepté comme futur membre, et ça passe souvent par un accord d'association, c'est jackpot pour un pays très pauvre, c'est fantastique, c'est des milliards par an qui seront donnés dans l'avenir. Donc forcément, cet Eldorado a fait rêver beaucoup d'Ukrainiens, y compris qui étaient en fait assez russes, qui ne savaient pas eux-mêmes s'ils n'étaient pas un peu russes. Mais à un moment, on leur dit, le salopard qui vous gouverne, corrompu, il veut signer avec Poutine. Poutine, c'est le soviétisme, ce sera des accords soviétiques, c'est zéro prospérité. Par contre, nous, on vous propose l'accord avec l'Union européenne, qui est un accord d'association qui vous ramènera la prospérité. C'est humain, vous et moi, Ukrainiens, même Russes, même russophones, même pro-russes, on serait devenus d'un coup anti-russes parce qu'on nous aurait dit qu'avec l'Europe, c'est jackpot, avec la Russie, c'est la pauvreté. C'est ça qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a fait une ingérence très pernicieuse, fondée sur l'Eldorado de la prospérité. Et c'est pour ça que Barroso a une responsabilité énorme lorsqu'il dit aux Ukrainiens votre dirigeant n'est pas correct avec vous, il refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, et en plus il a sorti cette accusation d'un racket, d'un chantage,
C'est cet accord-là ou celui avec la Russie, pas les deux, alors qu'on pouvait faire les deux. Le président ukrainien voulait faire les deux. Et il a demandé un peu de temps avant de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, parce qu'il était en porte-à-faux avec l'accord eurasien proposé par M. Poutine, un accord de libre-échange des pays ex-soviétiques. Mais il n'avait pas refusé l'accord d'association. L'Union européenne, Madame Luland, John McCain, tous les Américains qui sont venus faire de l'ingérence pendant l'Euromaïdan dans la rue en hurlant avec les loups, contre un gouvernement pourtant qui avait été élu démocratiquement, ils ont menti en faisant croire avec leurs ONG, leurs associations, leurs think tanks, Canvas, Open Society de George Soros, mais aussi la fondation Gene Sharp avec Canvas, avec, vous savez, la fondation avec le point levé. Il y a eu des milliards de données à des think tanks, des ONG, mais aussi des départements américains, officieux, publics, donc publics et privés, qui ont fait une énorme ingérence et qui ont monté le crâne, qui ont lavé le cerveau des Ukrainiens en leur faisant penser cette idée, avec les Russes, vous allez tout perdre, avec nous, vous allez tout gagner. Et du coup, on a fait basculer les Ukrainiens qui étaient à 50-50 anti ou pro-russes. Tout à coup, on est passé à 30, à peu près 30-70, ou 60-40, assez rapidement. Et ensuite, quand il y a eu la guerre à partir de 2014, bien entendu, puis ensuite 2016, l'entraînement et l'argent occidental qui arrivait pour entraîner l'armée ukrainienne, là on est passé à 80%, et le parti des régions est devenu un parti de 15%, puis maintenant il est carrément emprisonné, donc le problème est réglé. Donc on voit bien qu'à l'origine, ce n'est pas que les missiles de l'OTAN ou l'extension de l'OTAN, c'est aussi une extrême ingérence euro-américaine qui a fait rêver ces Ukrainiens extrêmement pauvres, parmi les plus pauvres de l'espace ex-Union soviétique, qui forcément, et je les comprends, ont été tentés, c'est la reconnaissance du portefeuille ou l'espoir du portefeuille. Et du coup, on les a fait basculer dans un revanchardisme anti-russe qui n'était pas propre à tous les Ukrainiens, qui était propre uniquement au nationalisme ukrainien de l'Ouest. Mais cet appétit, c'est humain, cette soif de prospérité, a fait basculer dans le camp revanchard anti-russe, donc a fait venir vers le nationalisme ukrainien le plus radical des gens qui, si la prospérité était de l'autre côté, auraient probablement été pro-russes. Donc nous avons été un élément déclencheur de choc civilisationnel interne entre les pro-russes en Ukraine, devenus moins en moins nombreux, et les anti-russes. Et nous avons appliqué ce que Samuel Huntington avait prophétisé dans son livre « Le choc des civilisations », l'Ukraine comme un terrain d'enjeu de guerre civilisationnelle, une zone de fracture intra-civilisationnelle à l'intérieur de la civilisation chrétienne européenne, entre le monde orthodoxe pro-russe et le monde orthodoxe ou catholique pro-occidental. C'est un terrain de jeu ou un terrain de conquête ou de rivalité entre deux empires. Un empire qui annexe des territoires, la Russie, en réaction certes, mais quand même, c'est révisionniste. Et en relations internationales, on appelle en relations internationales puissance révisionniste. C'est pas nier la Shoah, c'est pour nos auditeurs, puissance révisionniste en relations internationales, c'est quelqu'un qui remet en cause le droit international et le statu quo des frontières établies. Et de l'autre côté, en face de l'empire à l'ancienne qui se venge en envahissant des territoires, on a un empire cognitif, l'expression d'un de mes amis géopolitologues, Vyacheslav Aviutsky, un empire cognitif qui, lui, annexe des esprits, mais aussi avec le portefeuille, avec le rêve du consumérisme. Il tape un petit peu en dessous de la ceinture, au niveau du désir. C'est un empire du désir qui vend de la consommation, du plaisir, du rêve, du film, de l'Hollywood, de la malbouffe, des séries télévisées. Et ces deux empires, en fait, sont totalement asymétriques. Il y en a un qui est territorial et l'autre qui est géographique et l'autre qui est complètement cognitif. C'est pour ça que quand vous allez, pour terminer sur la question, quand vous allez aux Philippines, moi je suis allé aux Philippines, ce qui m'a frappé, j'ai vu des Américains asiates. Je suis allé aux Philippines, c'est le pays d'Asie le plus américanisé qu'on ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, dans tous les bistrots, les Philippins adorent chanter, c'est que des chansons américaines. Ils ne chantent même pas leurs chants traditionnels, contrairement aux Thaïlandais, aux Vietnamiens, etc. On voit bien que l'Amérique, c'est un empire cognitif qui peut américaniser toutes sortes de civilisations. Et donc, forcément, c'est un danger pour un empire traditionnel que de voir effectivement un acteur qui vous dit « mais moi, j'envahis personne. Contrairement à vous, moi, j'envahis pas un territoire. » Mais non, vous envahissez nos esprits. Vous gagnez notre jeunesse et vous ringardisez les traditions
des autres nations au nom du fait que vous représentez le Manifest Destiny. L'Amérique, c'est en fait le monde. Ce qui est bon pour l'Amérique, pour les nationalistes américains, c'est bon pour le monde, enfin, ou plutôt pour les nationalistes impérialistes. Je distingue les nationalistes américains impérialistes, néocons ou démocrates, des nationalistes américains anti-impérialistes à la Trump, qui eux sont isolationnistes. On reviendra sur cette Oui. bipolarisation du monde, mais avant tout, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'aide Oui. occidentale apportée à l'Ukraine, et Oui. notamment l'aide française. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on a été autant aider l'Ukraine? Est-ce que parce que c'est un peuple qui nous ressemble? Est-ce parce qu'il est géographiquement proche de nous? Est-ce que parce qu'on se voit à travers aussi les yeux des Ukrainiens? Ou est-ce tout simplement pour mettre fin à une potentielle menace russe? Je pense qu'il y a les deux. Si on est vraiment honnête, je sais que ça va déplaire aux auditeurs qui seront un peu pro-russes, mais le but, c'est pas de plaire aux auditeurs, c'est de dire ce qu'on pense. En relations internationales, même s'il y a des griefs, des circonstances atténuantes, des provocations américaines initiales, en relations internationales, une puissance responsable qui veut être considérée à parité avec le numéro 1, qui veut rester le numéro 2 ou le numéro 1 ex aequo, comme ceux de la guerre froide, doit avoir un minimum de responsabilité et elle ne peut pas remettre en question des frontières dont elle a reconnu elle-même à plusieurs reprises, à plusieurs années d'intervalle, l'intégrité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Et ça, c'est la bonne raison pour laquelle on aide les Ukrainiens. Alors, je dirais aussi qu'il y a une autre raison qui n'est pas si bonne. La bonne raison, c'est effectivement qu'aujourd'hui, maintenant que c'est fait, que c'est trop tard, même si les Russes avaient eu raison, je raisonne par l'absurde, d'agir en Ukraine au nom de la responsabilité de protéger, notion incorporée dans le droit international onusien, qui, contrairement au droit d'ingérence, a été avalisé dans le corpus onusien, et un pays a le droit, parfois, d'intervenir militairement contre un autre pays pour empêcher un génocide, un massacre, etc. Donc ça existe. Admettons même que les Russes aient eu, de leur point de vue, raison de venir au secours des Russes du Donbass bombardés en 2014-2015, puis à nouveau en 2021. Admettons que ça soit légitime. L'Europe est prise dans un engrenage terrible. Si on laisse faire cette invasion, de nombreux pays pourront être tentés. La Turquie, avec un bout d'Arménie, maintenant qu'elle a pris le Haut-Karabakh, elle peut prendre aussi la partie sud de l'Arménie pour faire la jonction avec la Turquie et l'Azerbaïdjan par le Nakhitchevan, etc. La Chine, demain, puis aussi l'Iran, l'Irak à nouveau, pourquoi pas, contre le Koweït, le Venezuela, le Honduras, la Bolivie. Il y a plein de conflits territoriaux en Amérique latine. En Afrique, n'en parlons pas. Ils n'ont pas attendu ça d'ailleurs pour le faire. Il y a déjà des guerres intertribales qui opposent des pays qui ont... Vous savez, certaines ethnies sont sur plusieurs pays, comme les Tutsis, les Hutus, etc., les Peuls. Donc on voit bien qu'on est piégé, même si on avait compris ou pensé que les Russes aient un peu raison, nous sommes condamnés à empêcher qu'une annexion se fasse tranquillement, parce que ça va être la boîte de Pandore. Par contre, il y a une mauvaise raison. Scholz, par exemple, M. Scholz, le chancelier allemand, après je parlerai de la France, était contre l'inclusion dans les sanctions des boycotts du pétrole et du gaz russe, et notamment des oléoducs, du gaz par oléoduc, Nord Stream 1 et 2 et d'autres. Il y a aussi d'autres oléoducs. Hein. Le gaz russe ne passait pas que par la mer Baltique. Mais Scholz a reçu des pressions terribles, et alors qu'il était contre, parce qu'il savait que ça allait ruiner l'économie allemande, alors que l'on peut très bien armer les Ukrainiens sans mettre sous sanction du gaz russe, pourquoi pas? C'est possible, ça s'est fait pendant la guerre froide, parfois il y a eu des cas un peu similaires. On armait un ennemi de la Russie, mais on importait encore du gaz russe. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains, déjà sous la guerre froide, avaient fait exploser un gazoduc russe. Donc ils sont coutumiers du fait. Ils l'ont fait aussi en Amérique latine, donc ils ont déjà fait. Donc ça, c'est la mauvaise raison. Des dirigeants européens qui auraient pu se contenter d'aider les Ukrainiens comme il se doit, comme ça peut se comprendre, mais en disant, il y a des choses qu'on ne met pas dans les sanctions. On a bien mis hors sanction l'uranium. On a bien mis hors sanction les céréales russes et les pesticides, en échange du fait que les Russes ont laissé passer des céréales ukrainiens, sauf que l'accord est un accord de dupes, puisque à cause des phénomènes d'assurance et de boycott et de sanctions extraterritoriales, même si on a enlevé des sanctions les céréales russes, de facto, les céréales russes sont boycottées par tous les intermédiaires qui ont peur eux-mêmes d'être sanctionnés par les lois extraterritoriales américaines. Donc du coup, c'est un accord de dupes pour les Russes. C'est pour ça qu'ils ont tardé à le renouveler.
Donc on voit bien qu'on peut très bien, on n'a pas mis le palladium dans les sanctions, on n'a pas mis l'uranium. Les Américains ont même augmenté l'importation d'uranium russe après l'invasion de février 2021. Donc on voit bien qu'il est très possible d'imaginer les choses autrement, mais les Américains avaient un intérêt à ruiner l'économie. Il y a une guerre économique américaine, j'en parle à connaissance de cause, puisqu'à l'école de guerre économique, j'aime beaucoup ce que fait M. Arbulot, et j'y ai enseigné il y a 20 ans, à l'école de guerre économique, c'est étudié en permanence avec des cas d'études tout à fait documentés. L'Amérique livre une guerre industrielle en permanence à son soi-disant ami partenaire, l'Union européenne, et l'Ukraine. On peut presque voir l'Ukraine dans une deuxième optique, après avoir parlé des bonnes raisons d'aider les Ukrainiens et de condamner les Russes. Il y a aussi une autre optique. On pourrait voir l'Ukraine comme un nouvel Afghanistan, un guet-apens qui aurait été favorisé au maximum pour que les Russes tombent dans le piège, afin d'avoir un prétexte d'une guerre pour définitivement obliger les Européens à ne plus importer de gazoducs, de gaz russe. Et la preuve que ça ressemble quand même à ça, c'est que le gaz spot russe par bateau liquéfié, regasifié, comme par hasard, ce gaz-là, qui lui est au prix du marché du gaz spot, au même prix du gaz de schiste, ce gaz-là n'a pas été inclus dans les sanctions. Je pense que vous le savez, l'Union européenne a augmenté de 40% l'importation de gaz russe spot. Pour nos auditeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sanctions ont inclus et ont mis en priorité le boycott du gaz russe pas cher. Le gaz russe par gazoduc, Nord Stream 1 et 2, mais en général le gaz russe par gazoduc tout court. Pourquoi? Parce que par gazoduc, c'est des contrats à long terme. C'est un gaz beaucoup plus écologique, qui est pratique, qui vient de pas très loin, pas besoin de bateau. Il est moins cher, il est plus sûr, il est plus écologique. Et donc il est plus compétitif pour l'industrie allemande et en général européenne. Par contre, le gaz russe que l'on achète par bateau, que l'on achemine par bateau, le gaz spot, lui, il est moins concurrent du gaz de schiste ou du gaz azéri ou du gaz qatari par bateau, puisqu'il est lui-même par bateau, il faut le gazifier, le regasifier, le liquéfier, et donc il faut des terminaux spéciaux. Et donc on voit bien que si les sanctions internationales n'ont pas considéré le gaz par bateau russe comme sanctionnable, ça prouve bien que ce n'était pas nous priver de gaz russe qu'ils voulaient. Ils voulaient priver l'Europe de gaz pas cher. Ça veut dire quoi? C'est une guerre économique. Et donc Poutine est tombé dans un panneau, probablement. Alors, il y a un jeu aux échecs, vous savez, aux échecs, il existe une position, ça s'appelle le Xandiong, j'ai oublié le terme exact, où vous êtes obligé de tomber dans un piège. Vous le savez, mais vous êtes obligé de vous-même jouer le jeu du piège. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ça n'excuse absolument pas l'invasion russe. Ça ne donne pas de circonstances atténuantes aux Russes, mais ça explique que très probablement il y a eu un piège. J'en veux pour preuve que la Rand Corporation, le grand organisme think tank qui conseille le Pentagone, c'est pas n'importe quoi, c'est souvent les anciens de la CIA, et qui conseille le Pentagone avec des rapports, un dossier de la Rand Corporation dont parle souvent le colonel Jacques Beau, ancien du renseignement suisse qui a travaillé à l'ONU sur l'Ukraine. Eh bien, le rapport Expanding Russia, c'est son titre, en 2019, incite, préconise de contraindre les Russes à envahir de nouveaux territoires en Ukraine, Expanding Russia, pour la mettre dans un bourbier qui consiste à faire couler le sang, c'est-à-dire le bloodletting, la saignée. Faire saigner la bête en l'obligeant à tomber dans le panneau qui consiste à envahir plus de territoires ukrainiens. Ça ressemble beaucoup à un piège. Et ensuite, le fait que George Kennan avait averti du danger de l'extension de l'OTAN, le fait que Kissinger, juste avant de mourir, ait parlé de ce piège et de la faute occidentale et américaine d'avoir tout fait pour que les Russes aient un prétexte d'envahir l'Ukraine. Donc ce n'est pas uniquement les missiles de l'OTAN, ce n'est pas uniquement le projet d'adhésion à l'OTAN qui a été mis dans la constitution ukrainienne, mais c'est aussi ce dont nous venons de parler juste avant, l'ingérence. Et c'est aussi ce piège qui est lié à la guerre du gaz, le gaz de schiste américain, qui a besoin d'un prix élevé pour être rentable. Sinon, comme c'est des forages de récupération avec la fracturation hydraulique, le gaz de schiste n'est rentable que si, parce que souvent c'est indexé au baril de pétrole, que si le pétrole est à plus de 75 $ le baril. Donc en fait, la rentabilité du gaz de schiste, c'est quand le prix général est élevé. Donc le gaz par gazoduc russe, qui était proche, écologique,
et beaucoup moins cher à cause des contrats à long terme. Il fallait mettre hors marché ce gaz par la Baltique. Et rappelez-vous, on revient à la naissance de la guerre en Ukraine. 2005, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens font une révolution pro-occidentale et Yulia Tymoshenko et l'ancien président arrivent au pouvoir dans une logique très pro-occidentale. Et la Russie, en 2005, dit « Puisque vous n'êtes plus nos amis, vous avez maintenant un anti-russe au pouvoir, vous allez payer le gaz russe au prix du marché et non plus un prix cadeau comme à l'époque soviétique que nous avions pérennisé jusqu'à aujourd'hui. » Désinformation occidentale, à l'époque, l'Occident dit « La Russie, rappelez-vous les années 2005, fait un chantage sur le gaz, elle veut couper les Ukrainiens dans l'hiver 2006-2007, etc. » En fait, c'était déjà la guerre du gaz. Et c'est pour ça que les Russes ont fait Nord Stream 1 et 2. Parce que l'Ukraine était devenue un pays non sûr de passage. Ils ne pouvaient pas miser. Ils en passent encore. Hein. D'ailleurs, ils reçoivent des royalties, les Ukrainiens. Mais les Russes se sont dit on ne peut pas miser le gros du passage du gaz russe uniquement sur un pays qui est devenu inamical. Donc on fait Nord Stream 1 et 2. Et là, les Américains étaient en colère. Il faut voir ce qu'a dit Obama, ce qu'a dit M. Trump et ce qu'a dit M. Biden. 3 présidents successifs ont littéralement menacé l'Allemagne de continuer à mettre en œuvre Nord Stream 1 et 2. Il y a eu des sanctions, il y a eu des mesures européennes et américaines, des pressions énormes. Des sabotages également. Alors les sabotages, on va en parler, mais avant les sabotages, on a essayé d'empêcher la réalisation de Nord Stream 1 et 2. Il a fallu changer de consortium parce qu'il ne fallait pas que le distributeur soit le même que le producteur, etc. Et finalement, l'Union européenne et l'Allemagne a pu mettre en œuvre Nord Stream 1, puis on allait mettre en œuvre Nord Stream 2, et c'est là qu'arrivent les sabotages. Ayant tout fait pour empêcher Nord Stream 1 et 2, les Américains n'ayant pas réussi, malgré leur proxy pro-américain en Europe, avec la Commission européenne qui avait mis des barrages, mais qui a été contournée, il ne restait qu'une solution, faire exploser Nord Stream 1 et 2, pour être sûr que Scholz, malgré la pression de la gauche Die Linke et de la gauche SPD et d'autres, pour être sûr que le chancelier Scholz ne revienne pas un moment sur sa décision dès que ça va un peu mieux en Ukraine. Donc, effectivement, ça ressemble beaucoup à un piège, même si, encore une fois, je ne suis pas de ceux qui disent que la Russie a toujours raison. Ce n'est pas non plus des anges. Hein. Vous savez, l'extrême droite française qui littéralement éprouve une érection en parlant de Poutine, moi, ça me fait beaucoup rire parce que ceux qui, dans l'extrême droite française, voient Poutine comme le croisé libérateur qui va sauver l'Europe de l'invasion islamiste, ils auraient compris. Hein. La plus grande mosquée du monde a été inaugurée dans la capitale russe en présence d'Erdogan et Poutine a fait en sorte que la Russie soit observateur à l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, qui est un lobby chariatique mondial qui a fait régresser les pays musulmans depuis des années. Donc il ne faut pas non plus idéaliser la Russie, même si je reconnais que la Russie de Poutine a été mise dans un piège. J'ajouterais également la construction de mosquées en Crimée. Oui. Depuis que la Crimée est russe et que pour faire plaisir aux Tatars, Poutine a construit énormément de mosquées effectivement sur le territoire de la Crimée. J'aimerais revenir sur votre analyse des Américains et de l'expansionnisme, en tout cas idéologique des Américains, qui me fait un lien avec le wokisme. Alors, est-ce que d'abord vous pourriez me définir ce qu'est le wokisme selon vous et en quoi est-ce que les Américains ont réussi ou contribué à propager cette idée, en tout cas à travers le monde? Alors, premièrement, le wokisme, c'est une idée sartrienne devenue folle. Vous dites, c'était déjà assez fou, vous me direz, mais souvent, les idées les plus subversives du politiquement correct devenu wokiste aux États-Unis sont des anciennes idées de Sartre et de sa femme. Vous savez, ce couple adoré à Paris Saint-Germain, mais qui était un couple très pervers. Ils faisaient du chantage sexuel avec leurs étudiants. Enfin, aujourd'hui, ils seraient sous le coup de la loi. Donc, Simone de Beauvoir et M. Sartre, qui étaient aussi laids de la partie extérieure qu'ils étaient de la partie intérieure, ont généré toute une philosophie. On ne naît pas femme, on ne revient. Quand Madame Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », c'est déjà du wokisme avant l'heure. C'est la même réflexion qui vous permet de dire « moi qui suis barbu et musclé, que je suis un homme ». Rappelez-vous la vidéo devant M. Schneiderman, pourtant de gauche, qui était stupéfait qu'un monsieur d'origine libanaise, barbu, qui avait l'air assez viril, lui dise « qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme ?» Ce sont les idées françaises au départ, mais qui étaient très minoritaires. Le côté latin français avait fait que ça n'avait pas pris. La France d'Alain Delon, elle n'allait pas rentrer là-dedans tout de suite. Mais cette idée comme un virus, avant de se déclarer, vous savez, certains cancers mettent 30 ans. Notamment le papillomavirus, ça peut mettre 30 ans, eh bien ce cancer-là, il s'est développé, il est resté minoritaire, et tout à coup, il a pris dans une société américaine qui donne des leçons de morale pour faire oublier son propre passé
extrêmement raciste. Là, pour le coup, l'Amérique qui placarde des numéros 1 de Newsweek ou de grandes revues américaines avec Madame Traoré, la France raciste qui déporte les Arabes et les Noirs, etc. En fait, c'est parce que l'Amérique projette elle-même son propre complexe d'un pays qui, encore et pas très longtemps, était extrêmement raciste, mais pour de bon. Un pays génocidaire. L'Amérique a génocidé quand même ses autochtones. Et elle produit des films d'Hollywood pour accuser les Espagnols d'avoir détruit les Indiens d'Amérique, sauf que il n'y a pas mieux que les preuves concrètes. Quand vous allez en Amérique latine, un pays sur deux, il y a des Indiens, et très nombreux. Il y a même des pays d'Amérique latine qui sont majoritairement encore indiens. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis, par contre, ont remplacé les autochtones qu'ils ont littéralement décimés. Il reste quelques centaines de milliers d'Apaches ou d'Indiens autres, etc. Ils ont remplacé tous ces gens par des esclaves, avec un esclavagisme de masse, qui ensuite, non pas ont été affranchis comme nous l'avons fait, mais ces esclaves sont restés très longtemps dans une situation d'apartheid qui n'avait rien envié à l'Afrique du Sud. Donc un pays qui est génocideur de ses autochtones, qui les a totalement détruits physiquement et culturellement en les annihilant jusqu'à leur mémoire avec des westerns où les Apaches sont des ordures et le voyou cow-boy John Wayne paraît quand même très sympathique. Ce pays-là donne des leçons de morale au monde parce qu'en fait, il veut se racheter sa bonne conscience et c'est un problème qui règle avec l'homme. C'est souvent, vous savez, les moralistes, c'est souvent ça. Quelqu'un qui va faire du militantisme anti-porno. On a vu un cas une fois, un pasteur protestant américain, mais il était en fait addict de trucs extrêmement salaces qu'il produisait avec des enfants. On connaît le schéma psychologique du moralisateur qui n'est pas si moral que ça. C'est ça l'Amérique. C'est un pays totalement hypocrite qui demande aux autres de faire ce que lui-même se reproche à lui-même ou ne se reproche pas assez à lui-même, et donc qui protège sur les autres, qui projette sur les autres ses propres fantasmes. Deuxièmement, c'est un empire cognitif qui, pour vendre sa came, a produit un mondialisme béat, consumériste ou American Dream, We are the world, our manifest destiny. Cette idée est terrifiante, elle apparaît sympathique, mais l'idée que l'Amérique c'est la terre promise du nouveau peuple juif américain, des pasteurs protestants fanatiques qui ont fui l'Europe, ils pensent que c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle terre promise et que leur mission est planétaire, que leur destinée est manifeste. C'est l'idéologie américaine, le manifest destiny. On y croit encore en Amérique, que ça soit, et pas l'Amérique ultra-évangélique qui vote Trump, paradoxalement, qui devrait y croire, parce que ça vient de là. Non, c'est l'Amérique démocrate post-chrétienne qui y croit le plus à cette mission de l'Amérique gendarme, qui doit partout faire le gendarme, mais aussi qui doit vendre ses produits. Comment vendre ses produits? Économie d'échelle, abaisser les droits de douane des autres, créer une illusion d'un mondialisme anti-souverain, mais sans renoncer à la souveraineté américaine. Donc c'est vraiment l'Empire. C'est l'Empire qui va maquer les autres en leur disant « ne faites pas ce que je fais ». On fait des guerres au nom d'un droit international que l'on bafoue soi-même, et on étend ces produits, en général mauvais pour la santé, que ce soit l'addiction, le porno, c'est les États-Unis, que ce soit le McDonald's, que ce soit Coca-Cola, deux alcaloïdes, Coca et Cola, deux drogues, plus grand importateur de drogue, Coca aux États-Unis, c'est Coca-Cola, on pourrait parler de Pepsi aussi, etc. En fait, les produits que nous vendent les Américains, leurs séries, leur production Hollywood, leur bouffe, leur malbouffe, leurs vêtements, leur musique aussi, qui sont des musiques omniprésentes, avec des industries européennes que j'appelle traîtresses, parce que les industries européennes, je ne sais pas si vous le savez, mais après les années 47-48, la plupart des pays européens libérés par les États-Unis, alors qu'en fait c'est les Russes qui ont vaincu le nazisme, ça c'est votre histoire, la plupart des pays européens, culpabilisés par les Américains nous ont sauvés et le plan Marshall, les Européens ont vendu leur industrie culturelle aux Américains, ou plutôt ils ont bradé. Ils ont fait des lois. Il y a des lois dans chaque pays européen dans les années 40-50 qui obligent les pays européens, littéralement colonisés, à laisser passer dans les médias publics un minimum de musique américaine. Ça ne s'est pas fait parce que les gens voulaient absolument de la musique américaine. Des lois imposées par l'empereur américain ont obligé les pays européens à se saborder culturellement. Et en fait, ça explique ce qui se passe aujourd'hui à l'Eurovision. Quand vous voyez l'Eurovision, parfois il y a un petit groupe breton ou irlandais qui sauve un peu l'honneur avec quelque chose de traditionnel. Mais vous voyez le spectacle de l'Eurovision, c'est une immense américanisation. Tout le monde chante en anglais, et même quand ce n'est pas en anglais, c'est des rythmes anglais ou américains, c'est anglo-saxon, c'est la pop culture anglo-saxonne qui est fondée sur le rythme qui était très noble en Afrique, le rythme saccadé ou au battement du cœur, qui est un support religieux en Afrique, qui est un support traditionnel, qui est tout à fait noble, mais le rythme qui a été édulcoré à l'époque du disco,
pour devenir un élément addictif. Il y a des études très scientifiques là-dessus, sur la musique rythmique saccadée, qui est très problématique pour le cœur. Il faut savoir que de maintenant, par exemple, les salles de sport les plus évoluées diminuent le volume parce que si on entend un rythme qui n'est pas au même rythme que le cœur, on peut même avoir des problèmes cardiaques parce que ce n'est pas synchrone. Donc, et on connaît l'effet, par exemple, sur les vaches. Les producteurs de lait, il y a eu des études, on leur mettait de la musique douce, et parfois on leur mettait de la musique saccadée pop culture, et on a vu les effets désastreux. Les vaches étaient complètement déstabilisées dans leur production. On a plein d'études scientifiques qui montrent que la musique américaine, comme la bouffe américaine, comme les séries américaines, comme les jeux vidéo qu'on a dans toutes nos télés qui viennent tous des États-Unis, ce sont tous des produits fondés sur l'addiction. De même que l'obsolescence des produits, c'est venu des conseillers américains de marketing, de rendre une machine à laver obsolescente. Toute la civilisation consumériste américaine, qui a été fondée par Edward Burney, le fameux grand communicateur qui travaillait pour les marques de cigarettes et d'alcool et de savon américaines, mais aussi qui a œuvré pour l'entrée en guerre. Le fameux Edward Burney, vous savez, c'était le neveu de Freud, dont Freud lui-même disait qu'il était horriblement pervers. C'est l'homme qui a fondé... Et tout le marketing américain, comme leur puissance politique, est fondé sur une addiction. On peut dire que c'est une société de la drogue, au sens spirituel du mot drogue. Et donc, effectivement, on ne résiste pas à quelque chose d'addictif. Si vous proposez un produit qui est une addiction, qui est de l'héroïne, à la deuxième piqûre, vous ne pouvez plus vous en passer, j'exagère un peu, mais c'est ça le marketing américain. C'est produire de l'addiction, comme on le voit dans les GAFAM, avec mes élèves. Vous savez que mes élèves les plus honnêtes, parfois me disent « On est désolé, on voit que ça vous attriste, qu'on est incapable de suivre. Ça nous fait de la peine, on aimerait, mais on ne peut pas. Nous, on est d'une génération qui, au bout de 20 minutes, on doit faire autre chose. On n'est plus capable de se concentrer. Les réseaux sociaux, et là, j'admire mes élèves, ils sont assez honnêtes parce que parfois, ils me le reconnaissent quand je leur dis « Mais je ne comprends pas, j'arrive pas à vous intéresser ou quoi vous n'êtes pas attentif. » Non, non, monsieur, votre cours est passionnant, mais nous, on est d'une génération habituée à zapper. On ne peut pas faire autrement, c'est les réseaux sociaux qui nous ont rendus comme ça. Donc, vous voyez, l'intéressé lui-même le reconnaît. Comme certains drogués reconnaissent, j'aimerais me libérer, mais je suis prisonnier. Donc l'Empire américain est un empire cognitif qui ne conquit pas les territoires pour les annexer, mais les annexe symboliquement par la conquête des esprits. Et c'est aussi un empire consumériste, parce que comme ils vendent de la cam, qui vend ses produits, parce que ce sont des produits qui créent de l'addiction. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? On pourrait faire la même chose, mais on a une barrière qui est toute bête, la barrière des langues. Regardez sur Internet les chaînes, vous qui connaissez, un professionnel de ça, regardez dans le monde audiovisuel en général, cinématographique ou musical, la barrière de la langue est énorme. Les Américains, quand ils envoient une série, même de très basse qualité, une série B en Europe, elle est rentabilisée par des centaines de millions d'Américains. Elle est déjà vendable pour zéro. Nous, on a un marché français, parce que quand on fait une production européenne, c'est très rare que ça soit 3 pays de 3 langues différentes. En général, c'est un marché italien pauvre, un marché français de plus en plus pauvre. Cinecittà, c'était gigantesque il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est plus rien, parce que nous n'avons pas une économie d'échelle. Et je conclurai là-dessus. Cette économie audiovisuelle américaine, qui est le soft power américain, qui est peut-être encore plus efficace que le dollar ou l'armée américaine. L'armée américaine, elle conquiert avec Hollywood, avec des musiques, des rythmes et des malbouffes. Elle conquiert avec des habitudes. Et ces habitudes, elles sont rentabilisées par la langue anglaise, qui est beaucoup plus parlée dans le marché américain que dans le marché européen. Et au niveau mondial, c'est sans commune mesure, plus ou moins tout le monde parle cette nouvelle lingua franca. Alors là-dessus, je vous rejoins sur Hollywood. Vous avez raison, on aura toujours plus tendance à faire confiance à John Wayne en cow-boy plutôt qu'à Petit Soleil, l'Indien. Mais j'aimerais vous rétorquer autre chose, c'est que Bollywood existe et c'est aussi une énorme industrie qui fait face à Hollywood. Pourquoi, et nous, Français, nous avons quand même effectivement une barrière de la langue avec de nombreux pays, mais on a aussi le continent africain qui est francophone. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à se saisir également de ce soft power? Très intéressant. Alors, il y a une raison. Les rares superproductions indiennes qui ressemblaient à du Bollywood, mais qui ont très bien marché en Occident, notamment, vous savez, il y avait un film sur un village indien qui avait été victime d'un pogrom d'hindouistes, de musulmans, et c'est un petit jeune qui joue, il gagne un concours de jeu. J'ai oublié le titre du film, mais il y a eu 2 ou 3 films indiens qui ont très bien marché. Pourquoi? Les acteurs étaient assez occidentalisables au niveau du visage, et c'était les coproductions avec des Anglais ou les Américains.
c'était du Bollywood adapté à l'Occident. Et ça a très bien marché. Par contre, le Bollywood pur, c'est très indien, c'est très ethnique, c'est très mystico-hindouiste, c'est très dense du début à la fin, c'est presque trop. À un moment, c'est presque une comédie musicale. La comédie musicale, c'est un segment particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Tandis que quand ça a marché, il y avait un tout petit moment de comédie musicale. Tandis que le vrai Bollywood, ça ne plaît vraiment qu'au marché indien et à quelques pays arabes. Ça a marché dans quelques pays arabes, les productions indiennes. De même que les productions turques, les super productions turques, elles marchent essentiellement en Turquie et dans certains pays d'Asie centrale et des pays arabes. Et pourquoi certaines super productions marchent très bien en Espagne, en Italie, et surtout en Espagne, j'ai vu la télé espagnole récemment, parce que les productions turques qui marchent, eh bien, c'est les moins turcs, c'est les visages les plus occidentalisés, c'est ce qui ressemble, on dirait une production d'un latin, d'un latin occidental. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? L'Occident américain anglo-saxon a tellement réussi à imprimer sa marque que ce qui marche au niveau planétaire, c'est ce qui est quand même, c'est ce qui ressemble à des petits nez d'occidentaux. Et c'est pour ça qu'en Corée du Sud, tout le monde se fait refaire les yeux ronds. Dans les pays arabes, les couches occidentalisées se font tous faire un petit nez. C'est une véritable maladie en Syrie, au Liban, toute l'élite, etc., les jeunes filles, etc. Parce que l'Occident, et là, pour une fois, je vais donner presque raison aux wokistes et à certains antiracistes, l'Occident blanc de type anglo-saxon a réussi à imprimer sa marque, son canon esthétique. Ce qui est bien, c'est quand tu ressembles à un occidental. Et c'est pour ça qu'en Occident, Bollywood ne peut pas progresser. Et une production arabe ou turque qui serait très identitaire, avec la jalousie, je sais pas, avec l'endogamie, ça ne marchera pas. Les seules productions non occidentales qui peuvent marcher au Occident, c'est celles qui ressembleront à l'Occident. J'en veux pour preuve sur Netflix une série très courte libanaise qui a très bien marché, qui relate l'histoire d'un clan dans la montagne de Libanais. Pourquoi ça a très bien marché? À aucun moment on peut savoir si le type est chrétien ou musulman. Ils ont fait un truc adapté à un pays non musulman. Et l'héroïne est très sexy, très belle, avec ses beaux tailleurs blancs. On dirait plus une chrétienne qu'une musulmane. Pourtant, ça se passe dans un village musulman. Mais à aucun moment, il y a une prière musulmane, ni le mot musulman qui est prononcé. C'est une production arabe qui a marché, mais qui a été étudiée en marketing pour plaire à un occidental. Voilà, donc pour vous répondre, il y a le marché, il y a la cloison de la langue, et le fait que, là, pour une fois, je suis d'accord avec certains antiracistes, l'Occident blanc judéo-chrétien, mais surtout anglo-saxon, a imposé ces petits critères, ces petits nez à la suédoise, Claudia Schiffer, ces yeux ronds, ces canons esthétiques ont été imposés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui trouvent Brad Pitt est le plus bel homme du monde. Ce n'est pas du tout ce que pense un Libanais de base ou un Indien de base. Il le trouve très moyen, mais il a les canons d'un anglo-saxon. Les anglo-saxons ont imposé même leur ethnicité. Et ça, c'est quelque chose qui est très visible même dans les publicités. Moi, quand je vais dans des pays étrangers, quand une publicité est un petit peu destinée au monde, donc un produit très mondial, et bien comme par hasard, les publicités, même en Turquie ou dans le sud du Kazakhstan, vous voyez des blonds. Vous voyez, ils prennent ce qu'il y a de plus clair dans leur pays, teinté en blond, ce qui ressemble au Maroc récemment. J'étais au Maroc et aussi en Tunisie et en Égypte. J'ai été frappé en Égypte dès qu'une pub veut être un petit peu niveau un peu au-dessus, tout de suite on prend quelqu'un qui ressemble à un occidental. Et la femme, généralement, ne porte pas de voile alors que c'est un pays musulman. Alors que toutes les femmes presque sont voilées dans la rue, vous voyez des pubs avec des occidentales non voilées, cheveux un peu rosâtres, etc. Donc on voit bien que ce sont des canons esthétiques imposés par le patron anglo-saxon. J'aimerais passer à un tout autre sujet, Alexandre Delval, celui de l'Arménie, puisque vous êtes également un des spécialistes de la Turquie et de Erdogan, surtout. Qu'est-ce qui se passe en Arménie? Quels sont les événements qui sont passés en Arménie? Comment est-ce que vous les analysez, cette guerre azéro-arménienne? Alors j'en ai beaucoup parlé, beaucoup avec des Arméniens, mais aussi avec quelques Azéris et quelques personnes philo-azéries, même si ma préférence, bien sûr, elle a toujours été celle du camp arménien. Le problème de l'Arménie, et notamment de l'Artsakh et donc du Haut-Karabakh, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le mot, le Haut-Karabakh ou le Nagorno-Karabakh, c'est-à-dire cette enclave arménienne depuis des millénaires, mais située juridiquement dans le territoire de l'Azerbaïdjan, selon malheureusement le droit international
même si c'était en fait un don de Staline aux Azéris, et qu'en fait ce territoire arménien du Karabakh aurait dû appartenir à l'Arménie, mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on a d'un côté la légitimité qui est celle des Arméniens, c'est-à-dire on est chez nous depuis 3000 ans, on vient de subir une purification ethnique en 2 temps, 2020 et 2023, 2 guerres assez peu espacées, revanchardes, dans lesquelles les Azéris ont pris leur revanche sur les échecs des guerres des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un monsieur qui s'appelle Pachinian, qui était pour une sorte de révolution orange à l'arménienne. Je ne suis pas là pour le juger, j'ai été invité récemment par son ministre des Diasporas qui veut réorganiser la diaspora arménienne dans le monde. Vous savez qu'il y a une lutte en ce moment entre la diaspora classique, surtout Tachnak, et la diaspora que le gouvernement de Pachinian voudrait mettre en place, puisque la diaspora en place est plutôt hostile au choix anti-russe, presque néoconservateur, pro-américain de Pachinian, qui, selon les uns, n'était inévitable, selon les autres, aurait été à l'origine de l'abandon de l'Arménie par la Russie. Abandon accentué par le fait que la guerre en Ukraine a occupé les Russes, qui ne pouvaient pas trop s'occuper des Arméniens puisqu'ils étaient déjà occupés en Ukraine. Alors, entre-temps, donc, M. Pachinian est arrivé au pouvoir, et même s'il y a des gens encore plus durs que lui sur la Russie, il a un petit peu éloigné l'Arménie de la Russie, même s'il y a toujours une base officielle militaire russe en Arménie. Et cela m'a été rapporté, y compris par des partisans de Pachinian. Il semblerait que le gouvernement de Pachinian ait misé sur une sorte de normalisation future avec la Turquie et avec l'Azerbaïdjan, en échange de l'abandon du Haut-Karabakh, donc de l'Artsakh. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une sorte de logique des rapports de force que l'on prend en compte, une volonté de s'éloigner des Russes qui fait qu'on sait qu'on ne sera pas aidé. Du coup, on gère l'avenir, puisque de toute façon, ce n'est pas viable, c'est que 120 000 personnes. De toute façon, ce sera toujours une pierre d'achoppement. On n'a plus les rapports de force démographiques et militaires. On n'a pas investi assez dans la défense, ça c'est vrai. Les Arméniens n'ont pas assez investi dans la défense. Dans les années 90, ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont comme ça. Donc c'est un peu comme Taïwan. Hein. Quand Taïwan a baissé la garde, les Chinois commençaient à trouver plausible une invasion. Préparer la paix, plutôt préparer la guerre pour avoir la paix. Et donc ça c'est le contexte. En 2020, première guerre gagnée par les Azéris, et avec l'aide turque, et notamment l'aide des drones turcs qui ont été un apport très intéressant. En 2019-2020, c'est le début où les drones font des dégâts, que ce soit en Libye et que ce soit en Azerbaïdjan. Là, on se rend compte qu'il y a un saut dans l'art militaire et avec une automatisation et l'importance énorme des drones que l'on va trouver par la suite en Ukraine, quand les Russes vont être obligés de s'adapter eux aussi aux drones turcs, etc. Et donc, première guerre perdue par les Arméniens, qui, entre-temps, n'ont pas vraiment préparé les moyens d'une revanche efficace. Les Russes ne livraient presque plus d'armes, et les Israéliens livraient aux Azéris, comme beaucoup d'autres pays occidentaux. La France n'a pas vraiment livré d'armes aux Arméniens, et l'Arménie ne s'est pas donné les moyens, ni militaires, ni financiers, pour pouvoir gagner la guerre contre les Azéris. Et les Turcs, en plus, ont donné leur technologie de drone. Et donc, les carottes étaient cuites. On savait déjà depuis 2020 que l'étape d'après, c'était qu'une question de temps. Les Azéris allaient terminer le travail dans le Haut-Karabakh. Le contexte de la guerre en Ukraine occupait les Russes. Et Poutine, qui n'est pas un enfant de cœur, contrairement à ce que croit l'extrême droite française, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas un bienfaiteur qui vient aider les chrétiens en danger. Il a voulu négocier lui aussi avec les Azéris et il veut rester un arbitre, moyennement arbitre. À mon avis, il s'est fait avoir par le tandem azéro-turc, mais le calcul de Poutine, c'est que est-ce que je vais me griller définitivement avec le tandem turco-azéri pour 100 000 Arméniens, défendus très peu d'ailleurs par un gouvernement arménien qui a craché sur la Russie, qui s'est éloigné de la Russie. Donc il y a un côté revanche, ils ont voulu s'éloigner de moi, je les laisse tomber. Et deuxièmement, la Russie veut garder une équidistance parce qu'elle a des intérêts aussi avec les Azéris et avec les pays turcophones ex-soviétiques qu'elle veut garder un petit peu, non pas dans son giron, mais qu'elle ne veut pas trop aller voir de l'autre côté.
Et donc, voilà le contexte. Aujourd'hui, le sort des Arméniens du Haut-Karabakh est scellé. Il y a eu une purification ethnique en 48 heures de 120 000 personnes. Je crois qu'il reste quelques milliers et encore. Les rues sont débaptisées, les villages sont débaptisés, sont rebaptisés turcs. Il y a une turquification. Il va y avoir une éradication de la présence chrétienne, comme on l'a vu dans le nord de Chypre, après 75, 74. Ça, c'est déjà fait ailleurs. Les turcophones sont très coutumiers du fait, même quand ils se disent laïcs, comme les Azéris. Et l'Europe n'a rien dit, puisque l'Europe a voulu remplacer le gaz russe par du gaz qatari, américain, de schiste et azéri. Donc le contexte était totalement favorable aux Azéris, la guerre en Ukraine, le fait qu'on ait besoin des Azéris, de leur gaz, le changement de régime en 2017 en Arménie qui a déçu les Russes. Si vous voulez, la fenêtre de tir était fantastique. La fenêtre de tir était fantastique pour les Azéris. À leur place, j'aurais fait la même chose. Et donc l'Europe n'a pas beaucoup bougé. Le seul pays qui a un peu sauvé l'honneur, c'est la France, qui a livré quelques systèmes d'armement un peu timidement, en tout cas qui a dit qu'il allait le faire. De même que pour la Grèce et Chypre, c'est la France, le seul pays de l'Union européenne qui aide un peu avec des accords militaires Grèce et Chypre contre la Turquie. Mais grosso modo, le reste de l'Occident se contrefiche de ce qui se passe. Certes, des sénateurs américains sont venus depuis 2020 en se rapprochant des Arméniens, dans observation, questions au Sénat, au Congrès, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Le nouvel ami américain n'est pas venu au secours des Arméniens, et l'ancien ami russe a laissé faire. Et pendant ce temps, Zelensky, le président de l'Ukraine, a félicité Aliyev, le dictateur azéri, pour sa purification ethnique, c'est assez aberrant. Et Madame von der Leyen s'est affichée plusieurs fois avec le dictateur azéri, de père en fils d'ailleurs, Aliyev, comme si c'était quelqu'un de fréquentable. Donc on voit bien que l'affaire est classée. Et la prochaine étape, c'est là que j'ai très peur, c'est que pour avoir ce fameux couloir de Zangezur, donc c'est un couloir qui permettrait le grand rêve des pan-turcs, unifier le monde turcophone qui va jusqu'au Kirghizistan, mais qui passe par l'Azerbaïdjan, qui elle-même est coupée d'une enclave azérie au Nekhitchevan, qui lui-même, enclave turcophone, pourrait être relié et servir de pont entre la Turquie de Turquie et l'Azerbaïdjan, sachant que les Arméniens sont une sorte d'abcès de fixation. Quand je montre à mes étudiants la carte de la turcophonie, en rouge, on voit deux petits bouts en noir, c'est le Haut-Karabakh, terminé, le problème est réglé, et le petit bout de résidu d'Arménie historique, qui était l'ex-Arménie soviétique, qui a été épargnée du génocide. Et en fait, l'Arménie est un empêcheur de tourner en rond. Elle empêche l'unification des Turcs de l'Est, Azerbaïdjan, Turkménistan, et des Turcs de l'Ouest, la Turquie. Et le couloir de Zangezur permettrait de faire un lien direct entre l'Azerbaïdjan et la Turquie à partir du sud de l'Arménie, un couloir, et du Nakhitchevan. Est-ce que ce projet pan-turquiste est toujours d'actualité en Turquie ou uniquement chez Erdogan? Je pense que le projet pan-turquiste, il est extrêmement d'actualité en Azerbaïdjan. C'est vraiment une doctrine azérie. Et le génocide arménien a été commis par des Turcs, des Kurdes et des Azéris, ne l'oublions pas. Le triumvirat est honoré en Azerbaïdjan. Et le discours azéri est très décomplexé sur l'idée de réunir les frères turcs contre l'arménien imposteur, etc., empêcheur de tourner en rond. En Turquie, au départ, ce n'était pas l'idéologie d'Erdogan. C'était l'idéologie soit de certains kémalistes de droite, soit surtout de la Vatan Partisi et surtout du MHP. Donc c'est le parti d'extrême droite lougri, dont la structure non politique s'appelle les Lougris, la structure politique s'appelle le MHP. Et ce parti d'extrême droite, qui est le parti historique du panturquisme, qui découle directement des jeunes Turcs, mais version encore plus à droite, et de cette mentalité de rassembler tous les Turcs dans une dimension raciale, d'où le mot Lougri, qui fait penser aux chamans des peuples turcophones avant l'islam. Ce parti des Lougris, et ce MHP, qui est allié au Parlement d'Erdogan, qui permet à Erdogan de gagner les élections depuis une dizaine d'années, c'est ses nouveaux amis, ont obligé Erdogan de passer de l'islamisme national à l'islamisme panturquiste.
pour avoir les voix des panturquistes du MHP, le parti d'extrême droite, qui est un parti d'ailleurs qui était admirateur d'Hitler. Le colonel Alparslan Türkeş admirait Hitler, donc c'est un parti vraiment d'extrême droite très radical, racial, un peu l'équivalent du pangermanisme nazi, c'est le panturquisme. Et Erdogan, plus il survit politiquement grâce aux voix du MHP, on voit le lien entre la politique intérieure et extérieure, plus il donne des concessions aux panturquistes et la cause de l'Azerbaïdjan, le frère azéri contre l'arménien du Haut-Karabakh, était une formidable fenêtre de tir pour Erdogan pour consolider, pour plaire à son électorat panturquiste, qui n'est pas le même électorat que son électorat conservateur et islamiste d'origine. Donc Erdogan est très malin, il joue sur plusieurs tableaux. Il est à la fois pro-ukrainien et pro-russe, mais il est en même temps pan-turquiste et pan-islamiste et néo-ottoman. Et en même temps, il a été longtemps conservateur. Il a plu donc à des partis très différents, au moins 3 partis. Les anciens de la Navatan Partisi, les conservateurs de droite, les panturquistes d'extrême droite racialistes et les islamistes. Donc c'est une véritable bête politique, c'est un animal politique génial. Je ne le dis pas pour le complémenter, mais il est très très fort et il est élastique. En Italie, on dirait trasformiste. Il sait s'adapter comme un caméléon au nouvel interlocuteur. Il était ami de Bachar al-Assad, il est devenu son pire ennemi avec le printemps arabe. Il s'était réconcilié avec Israël juste après le Hamas. Il devient le pire ennemi d'Israël, le défenseur de Hamas, alors qu'il commençait à s'éloigner du Hamas juste avant. C'est un homme qui sait saisir le moment juste, comme disaient le moment opportun, le kairos, comme disaient les Grecs. Je suis heureux qu'on arrive à Israël parce que j'aurais une question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, de ce conflit israélo-palestinien, de finir avec 2 États, un État palestinien et un État d'Israël? Ou est-ce Malheureusement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, j'en veux pour preuve, ou plutôt comme argument, l'idée d'un homme très intéressant que j'aurais rêvé voir être le maître de la Palestine, entre guillemets, celle qu'on voudrait voir devenir un État, c'est Mohamed Dahlan, le fameux Gazaouite, il est de Gaza, bienfaiteur, conseiller, homme politique, ancien patron de la sécurité de l'OLP et de l'autorité palestinienne et du Fatah. C'était un ancien bras droit de Yasser Arafat qui ensuite a rompu avec lui. Il a été emprisonné par les Israéliens, donc ce n'est pas non plus un agent d'Israël. Mais en sortant de prison, il a fait toute une réflexion et il s'est dit on doit composer avec les rapports de force. L'État palestinien pleinement souverain est peu viable. Israël, nous sommes obligés de composer avec eux. Ce qui compte, c'est la prospérité des Gazaouites et des Palestiniens en général. Il est réfugié aux Émirats arabes unis et avec l'argent des Émirats arabes unis, il envoie beaucoup de subsides à Gaza depuis des années. Il est très populaire à Gaza, bien qu'étant ennemi juré du Hamas. Il est contre les frères musulmans, contre l'islam politique. C'est un nationaliste arabe modéré, un peu laïcisant. Il est proche des Émirats pour cette raison, parce que les Émirats luttent contre les islamistes et les frères musulmans et le Hamas. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, peut-être qu'il faudrait accepter de faire un État palestinien résiduel qui serait à moitié souverain, à côté de l'État d'Israël qui serait pleinement souverain. D'autres qui disent ce que lui n'ose pas dire, mais on sait qu'il n'est pas loin de penser ça, une sorte de protectorat palestinien dans une confédération dirigée par Israël. Donc Israël resterait le maître de toute cette zone, il l'est déjà, puisque c'est lui qui gère la répartition des taxes et l'accès à la mer et le ciel. Même Gaza n'est pas pleinement souverain avant le bombardement, et même l'autorité palestinienne n'est pas pleinement souveraine. Il y a une souveraineté résiduelle, et les vrais pouvoirs régaliens frontaliers, le ciel, la mer, c'est Israël, et les taxes sur les produits extérieurs. Donc on voit bien que c'est déjà un peu le cas, et ce qui va probablement se passer, il y aura un accord de paix à Gaza et Israël sera obligé de composer un petit peu, mais surtout, Israël va mettre sur la table le retour de tous les Palestiniens de Gaza en échange d'une gouvernance qui ne soit plus celle du Hamas et probablement dans quelques années une gouvernance palestinienne nouvelle avec des nouveaux acteurs. Alors certains disent Barghouti, mais il est quand même assez radical, il est encore en prison. C'était l'homme de l'Intifada El-Aqsa. Mohamed Dahlan, qui serait l'idéal, les Américains, les Émiratis, les Égyptiens en veulent, les Israéliens aussi, mais Mohamed Dahlan a dit non récemment. Alors, quelqu'un proche de Dahlan, il y en a qui acceptent, mais qui n'ont pas son charisme, il faudrait leur construire un charisme. Donc voilà, on s'achemine vers l'élimination du projet d'État palestinien souverain,
la solution à deux États n'est pas viable. Les Israéliens, en tout cas le Likoud, n'en veut absolument pas. La colonisation ne s'arrête pas, c'est insoluble, et donc la colonisation rend impossible un État souverain, même en Cisjordanie, puisque la Cisjordanie est grignotée, c'est comme un gruyère. La colonisation empêche la viabilité d'un État, et Israël n'a aucun intérêt à un État pleinement souverain, que ce soit Gaza ou la Cisjordanie ou les deux réunis, parce qu'ils ont été divisés depuis 2006. Aujourd'hui, donc, je vois l'inviabilité totale d'un État palestinien souverain qui ne pourrait qu'à un moment être un ennemi existentiel d'Israël qui continuerait à le harceler avec des bombes. Il n'y a pas de raison que le retrait du Liban Sud a donné quoi? Quand Israël s'est retiré du Liban Sud, le Hezbollah a attaqué Israël. Quand Israël s'est retiré de Gaza, le Hamas a attaqué régulièrement Israël. Donc, ça va se passer pareil si un jour il y a le retrait d'Israël total de Cisjordanie, c'est déjà retiré, mais si on laisse la Cisjordanie pleinement souveraine, avec le droit d'avoir des avions et des batteries aériennes, à un moment, ce sera un ennemi encore plus proche, mais 10 fois plus large territorialement que Gaza. Et comme on sait que, c'est ma conclusion, que le Hamas a perdu territorialement à Gaza, mais on sait que depuis le 7 octobre, il a gagné des esprits dans le monde entier et probablement le cœur des Cisjordaniens, parce qu'en Cisjordanie, ils n'ont pas goûté à la gouvernance totalitaire du Hamas. À Gaza, ils y ont goûté. Peut-être qu'ils accepteraient une autre gouvernance. Il ne faut pas croire que c'est agréable de vivre sous un régime chariatique terroriste. Par contre, les Cisjordaniens, ils rêvent du Hamas parce qu'ils n'ont pas goûté à leur joug. Ils les voient comme des résistants. Ce n'est pas eux qui, tous les jours, sont arrêtés par la police du Hamas. C'est les Gazaouites. Donc, il est probable que si un jour il y a des élections, le Hamas gagne les élections en Cisjordanie. Donc, il va falloir se mettre autour d'une table et trouver une nouvelle gouvernance palestinienne, gazaouite et cisjordanienne, qui fasse l'affaire de plusieurs pays arabes, d'Israël et d'une partie de l'élite palestinienne. C'est possible, mais ça va être difficile. Voilà, je crois qu'on s'achemine vers cela. Donc, un État palestinien non souverain, qui serait sous suzeraineté, sous tutelle israélienne. C'est malheureusement pour les nationalistes palestiniens le seul horizon aujourd'hui viable dans le cadre de négociations acceptées par Israël. Ce serait une sorte de RDA ou RFA? J'ai l'impression que ce serait deux États. Vous savez que la diplomatie, souvent, c'est des formules ambiguës. On pourrait mettre deux États sur un papier, mais ce serait un État palestinien contrôlé par Israël. Plus qu'aujourd'hui. En début de cet entretien, vous parliez du droit aussi international à un pays de réagir avant que la menace ne soit exécutée. Est-ce le cas d'Israël et sa réaction est-elle proportionnelle à... Ah oui, vous faites allusion à la responsabilité de protéger. Dans le cas d'Israël, ce n'est pas vraiment la responsabilité de protéger, parce qu'il n'y avait pas un génocide en cours ou un massacre d'Israéliens à Gaza. Ils n'avaient pas le droit de citer à Gaza, par quelques espions. Là, c'est plutôt la configuration d'une riposte à une attaque initiale, le droit à la riposte, sauf qu'en droit international, on privilégie la riposte proportionnelle. Est-ce qu'elle est encore proportionnelle? C'est vrai que contrairement à l'Ukraine, où les Russes font finalement des carnages pas très volumineux, ce n'est pas pour minimiser l'importance, la gravité de ce que font les Russes, mais quand vous voyez l'actualité, une bombe a explosé sur tel édifice à Kiev, 4 morts. On visait un objectif, il y a eu 2 ou 3 innocents. Ce n'est pas à chaque fois 30, 60, 110, 1000 morts. Donc on voit bien que proportionnellement, la Russie est presque plus précise sur le vaste territoire ukrainien que ne l'est Israël. Et Israël répond, oui, mais ce n'est pas parce qu'on est pire que les Russes. C'est parce que nous, on a un ennemi totalement imbriqué dans la population civile, et une population civile elle-même fanatisée par cet ennemi. Donc il y a une symbiose, il y a peut-être des Gazaouites contre le Hamas, mais il y a une symbiose, il y a un enrégimentement. Le pays a fait une sorte d'idéologie islamo-nazie qui a fait des Gazaouites des combattants dès l'âge de 3 ans. On apprend à l'école maternelle aux Gazaouites qu'ils seront un jour des martyrs et que ce sera beau de mourir contre les Juifs. Pas pour tuer un Israélien, pour tuer un Juif en tant que Juif. On voit bien qu'un tel ennemi fanatisé à plusieurs millions, la majorité des Gazaouites sont fanatisés aujourd'hui. Et le fait que ces
ces militants palestiniens armés se cachent dans des hôpitaux et des écoles et des immeubles civils rend presque impossible une saine proportionnalité comme le propose le droit de la guerre. Là, c'est l'Afrique du Sud qui va trancher. L'Afrique du Sud a levé ce lièvre en voulant faire passer l'attaque, la riposte israélienne comme un crime contre l'humanité, voire un génocide, à la Cour internationale de justice. J'en parlais avec 2 avocats à midi. C'est contestable, mais est-ce que dans une logique assemblée générale, plaire à la plus grande partie des pays du monde, qui sont majoritairement des pays anti-occidentaux et qui sont plutôt pro-palestiniens, est-ce que la CIJ, comme souvent les juges, ne va pas être un peu influencée par l'opinion? Ça, c'est une question. Je ne connais pas la composition de cette CIJ, mais ça va être très compliqué pour Israël d'assumer l'image de pays condamnés par la CIJ comme génocidaires. J'espère que la CIJ sera raisonnable dans la qualification de la riposte, certes disproportionnée, mais peut-être avec des circonstances atténuantes, même si c'est vrai que c'est disproportionné. Pour finir sur cette question, vous parliez tout à l'heure de la fascination qui existe pour le Hamas. J'aimerais faire le parallèle avec la France, et notamment de certains députés qui refusent, par exemple, les condamnations, de condamner le Hamas et de le qualifier comme organisation terroriste. Comment se fait-il qu'en France, on ait cette accointance ou cette amitié peut-être, ou de la tendresse envers le Hamas, alors que d'autres pays arabo-musulmans condamnent fermement ce Hamas? Oui, l'Égypte condamne totalement et le Hamas et les frères musulmans. Les Émirats l'ont mis sur la liste des organisations terroristes et les Émirats condamnent totalement le Hamas et les frères musulmans. Pour les auditeurs, les frères musulmans, c'est l'idéologie d'origine du Hamas, puisque le Hamas se présente comme une section palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans qui ont un volet politique, un volet idéologique, un volet religieux et un volet terroriste. On oublie souvent que les frères musulmans, qui sont modérés en Europe, soi-disant, puisqu'on a fait le Conseil français du culte musulman avec eux, ont toujours eu un bras terroriste. En Syrie, en Irak, à Gaza, ils ont toujours opté pour le terrorisme dans plusieurs théâtres de guerre, mais pas en Europe, alors du coup, ils paraissent modérés. Et donc, il y a plusieurs pays arabes qui luttent à fond contre le Hamas, qui l'ont interdit. Les Égyptiens ne veulent pas de gazaouites chez eux parce qu'ils ont peur que ça relégitime les frères musulmans qui ont été mis au banc en Égypte depuis la révolution fin 2013 d'El-Sisi, qui a fait un coup d'État contre les frères musulmans, donc les amis du Hamas. On voit bien que l'Europe donne plus de marge au Hamas, d'où sont prélevés beaucoup de fonds, que certains pays arabes eux-mêmes. Il faut savoir que le Hamas reçoit des fonds pas uniquement de l'Iran, du Qatar, du Koweït et de la Turquie, ou de la Malaisie, mais le Hamas collecte beaucoup de fonds légalement prélevés chez les fidèles des mosquées et des institutions islamiques présentes en Europe et dirigées par les frères musulmans. C'est quand même assez aberrant que l'Occident, en Amérique c'est pareil, en Amérique ou en Europe, qu'on ait laissé le Hamas prélever des fonds légalement au titre du don des fidèles. Et ça, c'est le Hamas aujourd'hui. Donc on voit bien que l'Europe est plus royaliste que le roi palestinien, et même arabe. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être effectivement classer le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Mais ça, c'est un débat qui est mené par d'autres. Par contre, que l'extrême gauche soutienne le Hamas, c'est tout à fait logique. L'extrême gauche, surtout trotskiste, plus les trotskistes que le PCF. Vous avez remarqué que Roussel est plus correct là-dessus, entre guillemets, mais les communistes révolutionnaires trotskisants, lambertistes en général, NPA et beaucoup Mélenchon aussi, sont souvent très pro-Hamas parce qu'ils sont très pro-frères musulmans, en plus d'être pro-palestiniens, comme l'a toujours été la gauche en général tiers-mondiste. Mais eux, en plus de la gauche tiers-mondiste qui soutenait le nationalisme arabe palestinien plus ou moins laïque, la nouvelle gauche trotskiste, depuis les années 80, a théorisé une alliance avec les islamistes. Donc par palestinisme et par alliance rouge-vert, l'alliance du marxisme et l'alliance du marxisme et de l'islamisme, eh bien on a effectivement toutes les conditions d'un soutien assez logique doctrinalement. C'est l'alliance des révolutionnaires. Je suis gauchiste, pro-palestinien, tiers-mondiste, anti-américain, anti-israélien. Et je pense que les islamistes sont des nouveaux opprimés et des nouveaux prolétaires qui peuvent me servir d'armée de substitution, maintenant que plus personne n'est syndiqué en Occident. Il y a une vraie logique tactique, en tout cas au moins une tactique là-dedans.
certes qui va se retourner contre eux, puisque l'histoire montre qu'à chaque fois qu'il y a une alliance rouge-verte, les islamistes se sont toujours débarrassés ensuite de leurs alliés de gauche. Khomeini, à la guerre en Algérie, etc. On a plein d'exemples, mais surtout Khomeini en Iran. Mais malgré cela, ces forces de gauche ont une telle haine envers l'État bourgeois occidental que leur instinct de survie à long terme est moins fort que leur haine qui les incite à s'allier à leur pire ennemi contre nature, parce qu'il n'y a rien de plus opposé à la gauche athée et révolutionnaire que l'islamisme. Quand on est un marxiste athée contre le modèle familial traditionnel et transgenriste, LGBTiste et transfrontiériste et anti-tradition, anti-religion, on est l'inverse total des adeptes du califat. Mais cette alliance est très forte dans tous les pays occidentaux. Bizarrement, dans les pays arabes, un peu moins. C'est logique, parce que la gauche dans les pays arabes, elle est la première à recevoir des balles ou des égorgements. Donc la gauche arabe est plutôt anti-islamiste, mais la gauche tiers-mondiste européenne est en général pro-islamiste. C'est une alliance révolutionnaire contre l'État bourgeois judéo-chrétien. On arrive à la fin de cet entretien, Alexandre Delval. J'aurais une dernière question. En considérant les différents enjeux qu'on a abordés tout au long de cet entretien, donc le mondialisme, le wokisme, l'islamisme et les différents conflits régionaux, comment est-ce que vous voyez l'évolution du paysage politique et sécuritaire mondial en général, et comment est-ce que vous envisagez la perspective d'un nouvel ordre mondial salvateur? Alors un nouvel ordre mondial salvateur, à mon avis, malheureusement, il faudra encore d'autres guerres, peut-être pires que celle en Ukraine, pour qu'on y arrive. L'histoire montre quand il y a un ordre établi, défié par des nouveaux venus, les partisans de l'ordre établi, en l'occurrence les Occidentaux américains, n'acceptent pas de partager les parts du gâteau de bon gré, et ils ne le font que contraints après avoir perdu des guerres. Quand on est passé au congrès de Vienne, c'est parce que Napoléon avait été vaincu. On a imposé un nouvel ordre fondé sur, en gros, un pouvoir de non-nuisance, un équilibre des nations, le concert des nations dont on parlait. Ça s'est fait après des guerres terribles où il a fallu mettre à genoux le projet impérial, à la fois de la Révolution française et de Napoléon, qui voulait répandre un système dans toute l'Europe. Il a fallu les ramener par la force à leur précaré français pour qu'ils comprennent. Et donc, on l'a vu aussi entre les contestataires, les forces de l'Axe et les Alliés. Cette fois-ci, là, le contestataire a perdu, mais il y a eu une guerre terrible avant. Donc souvent, l'acceptation d'un ordre en place renouvelé ou d'un nouvel ordre qui remplace le précédent ne se fait pas facilement. Et c'est rarement rapide. Et jamais de bon gré. Donc je pense qu'il y aura d'autres conflits. C'est pour ça que le pape a parlé de guerre mondiale par petits bouts. Guerra mondiale et à pezzi. Pezzi, c'est des petits bouts. Par morceaux, si vous voulez, par morceaux. Il y a le morceau ukrainien, le morceau taïwanais, il y a le conflit nucléaire iranien qui peut déboucher sur une guerre régionale, même si j'y crois pas. Il y a Gaza, il y a des conflits en Afrique, il y a aussi maintenant des conflits qui s'allument en Amérique latine, des pays qui revendiquent le territoire de leurs voisins. Et donc je pense qu'on n'est qu'au début d'un processus, comme tous les processus de mutation, ça peut être douloureux. Mais après on ira à quelque chose d'autre. J'espère juste qu'entre-temps, c'est la question de la fin de mon livre que j'ai écrit avec Jacques Sopelsa, nous concluons de manière assez pessimiste, espérons juste que cette période de transition qui va passer par des guerres, pour changer les rapports de force, ne passera pas par une guerre nucléaire. Parce que c'est très peu probable, peu de chance, parce que quand même ça rend raisonnable l'atome. C'est ce que mon maître, le général Gallois, appelait le pouvoir égalisateur de l'atome. C'est lui qui a inventé la force de frappe nucléaire française avec le général Poirier et un troisième. Donc il y avait 3 généraux, et il faisait partie de ceux qui ont mis en place le nucléaire et en Israël et en France. Donc c'était un grand du nucléaire. Et le général Gallois disait souvent le pouvoir égalisateur de l'atome, sauf que on n'a plus aucun accord de désarmement, ni de non-prolifération, ni de refus des essais nucléaires, ni de la fin de la prolifération balistique, donc que ce soit les vecteurs, les ogives, le conventionnel, le nucléaire. Il n'y a plus aucun accord de désarmement entre les deux anciens grands. Tout a été dénoncé dans les années 2000 par Bush, fils, et
réitéré, dénoncé également depuis quelque temps par Poutine, mais beaucoup plus tard, lui, en réaction à la dénonciation unilatérale de ces accords par les Américains. C'est ce que nous racontons dans le livre sur le chapitre sur le désarmement. Donc, énorme responsabilité américaine. Donc voilà, pour vous répondre, je pense que nous sommes qu'au début d'une période de turbulence. Merci Alexandre Delval, merci d'avoir été notre invité. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci encore Alexandre Delval et à très vite. Très bien, on va s'abonner.